Donc bienvenue dans cette deuxième journée de Symfony Live que j'ai l'honneur donc d'ouvrir avec la première conf, donc optimisation PHP et l'optimiseur Opcache. C'est ce sur quoi je vais parler ce matin. J'attends encore un petit peu parce que je vois qu'il y a un petit peu de mouvement. Donc optimisation PHP et PHP Opcache. Donc pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle donc Julien Poli. Je travaille chez Sensio Labs. Principalement, je fais de la formation et puis je fais de la R&D pour tout ce qui est optimisation PHP et interaction entre PHP et Symfony 2. Donc au moyen principalement d'extensions et de patch pour PHP. Bon, après vous avez mon contact, de toute façon vous aurez les slides, et puis je m'occupe aussi un petit peu de l'actuel et du futur de PHP, puisque je release les versions 5.5 et 5.6, et je discute un petit peu en interne de la version 6. Bon, voilà, j'en dirai pas plus, parce que sinon on peut se voir après la conf. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant ces 40 minutes à peu près? On va rappeler rapidement comment fonctionne PHP, c'est assez rapide. Ensuite, on va détailler un petit peu ce que c'est que l'opcode, puisqu'on parle de cache d'opcode. Vaut mieux qu'on sache un petit peu ce que c'est, donc ce sera un petit peu détaillé. Et puis ensuite, on parlera donc d'OPCache, OPCache qui est le nouveau cache d'opcode apparu en PHP 5.5, mais compatible 5.2, 5.3, 5.4 et 5.6 bien sûr. On verra un petit peu comment il se configure, on verra un petit peu comment il fonctionne, ce qu'il fait, à quoi il sert. Et puis, on verra un petit peu quelques idées que j'ai eues en analysant un petit peu Symfony 2 et en voyant Opcache un petit peu les intégrations qu'on pourrait être amené à faire dans le futur. Voilà un petit peu. Donc, rappel un petit peu sur ce que c'est que PHP, rapidement. Donc PHP, c'est un langage de programmation web, vous le savez tous. C'est un langage de script, on entend souvent ça, scripting language, au même titre que Python, que Ruby, que ses amis. Donc ils sont tous bâtis sur le même modèle, ces langages-là. C'est-à-dire c'est des langages que principalement vous ne compilez pas manuellement, d'accord. Et en ce qui concerne PHP, c'est du fire and forget. Donc vous savez qu'il oublie ce qu'il a fait à la requête n+1 par rapport à la requête n. Et puis aussi, donc on gère pas la mémoire manuellement, d'accord. C'est fait en interne. Et puis bon, il est très très dynamique et très extensible. Donc ça, vous savez. Voilà un peu comment il fonctionne en interne PHP. Donc vous lui donnez du code, il va commencer par l'analyser, le parser. À partir de là, il va en extraire ce qu'on appelle des nœuds de compilation. Ensuite, il va compiler ces nœuds. Ça va transformer ces nœuds en ce qu'on appelle des opcodes, qu'il va exécuter au travers d'une machine virtuelle qu'on va détailler tout à l'heure. Et ensuite, il donne un résultat. Et il oublie tout. Il arrête tout, par défaut. Il refait la même chose pour la requête suivante. Requête HTTP, j'entends bien sûr. Donc, en fait, il exécute le code au travers de ce qu'on appelle une machine virtuelle. Alors là, je vous ai mis la définition Wikipédia de ce que c'est qu'une machine virtuelle. Une machine virtuelle logicielle, rien à voir avec les vagrantes, les machins. Une machine virtuelle logicielle, c'est tout simplement un programme qui est capable d'exécuter des instructions de manière similaire, quelle que soit la plateforme matérielle sous-jacente. En fait, c'est ça. Donc tous les langages de programmation aujourd'hui modernes de script, attention qu'on s'entende bien, sont bâtis sur ce modèle-là, que ce soit, je reprends un peu Ruby et Python qui sont très, très proches. D'ailleurs, il y avait eu, il y a 20 ans, des possibilités de merger un peu ces langages. Rasmus en avait parlé à l'époque. Bon, ils sont finalement un peu partis chacun de leur côté, mais ils sont tous basés sur ce qu'on appelle une machine virtuelle. Et en ce qui concerne PHP, donc qu'est-ce qu'il fait PHP tout le temps? Il compile, il exécute, il jette, il oublie, il vide, et il refait. Il compile, il exécute, il oublie, il compile, il exécute, il oublie. D'accord? Donc c'est bien d'un point de vue interne parce que c'est assez facile de gérer les choses. Maintenant, d'un point de vue web,
on sent bien, surtout sur des applications Symfony 2, qu'on aimerait bien qu'ils gardent un petit peu en mémoire quelques petites choses quand même entre chaque requête, parce qu'il y a quand même des choses qui ne changent pas entre chaque requête, notamment en production le code source PHP lui-même. Et donc on va voir un petit peu comment optimiser tout ça, notamment avec un cache d'opcode. Donc si vos pages changent plusieurs fois, si vos pages ne changent pas, je veux dire entre plusieurs requêtes, PHP va refaire la même chose. Ça, vous le savez déjà, on vous le dit depuis des années et des années. C'est-à-dire qu'il va recommencer à parser votre script, à analyser les caractères, à déclarer des classes, etc., 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 pour toujours produire en fait le même opcode qui finalement va être exécuté. Donc c'est un petit peu du gâchis au niveau de cette étape, et c'est là où les caches d'opcode vont intervenir. Donc en fait, il y a deux grosses étapes, c'est qu'il compile et il exécute. Quel est le temps le plus long en fait entre la compilation et l'exécution? Ça va être très dépendant des requêtes en fait, HTTP. Il y a certaines requêtes qui vont afficher un tout petit résultat très simple, mais qui vont compiler 50 000 lignes de classe juste pour exécuter une méthode, donc auquel cas le temps de compilation sera beaucoup plus long que le temps d'exécution. Ça reste très rare. Généralement, on compile tout un tas de codes, beaucoup de classes, etc. Mais on exécute aussi beaucoup de méthodes qui s'appellent les unes les autres. Donc ce code compilé, on l'exécute et finalement l'exécution prend plus de temps que la compilation. On peut le voir d'ailleurs quand on fait du dumping de bas niveau, sur cet exemple-là où on a une exécution qui fait 75% du temps et une compilation qui prend à peu près 25% du temps. Donc, fort heureusement, l'exécution est plus rapide et plus longue, plus coûteuse que la compilation, heureusement, mais on pourrait rapidement arriver à l'inverse. Bon, en tout cas, il y a deux grosses phases dans le cœur de PHP, dans la manière dont il fonctionne. Il y a bien la compilation et l'exécution derrière. Et c'est là où un cache d'opcode va intervenir. Alors, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que PHP, c'est un langage de script. C'est-à-dire qu'il va compiler, il va exécuter. Et au moment où il exécute, s'il rencontre une instruction include ou require, il va mettre sur pause l'exécution courante et il va repasser par une étape de compilation du fichier required ou include, puis de son exécution, pour reprendre à l'endroit où il était. D'accord ? C'est pas fait à la compilation, tout ça, contrairement à Java, et notamment les use des namespaces sont résolus, eux, à la compilation et sont aliasés par le compilateur. Donc en fait, il y a des phases de compilation, il peut y en avoir pendant l'exécution. C'est exactement la même chose qui se passe avec l'autoload, sauf que l'autoload c'est encore pire, j'en reparlerai juste après. Donc quand il rencontre un objet qu'il ne connaît pas, il lance une procédure d'autoload. Cette procédure d'autoload généralement fait un require, et donc son exécution actuelle s'arrête pour aller repasser par l'étape de parsing, d'analyse lexicale et syntaxique du fichier inclus. Donc là, il l'analyse et éventuellement, on aimerait bien, en tout cas c'est ce qui se passe, c'est qu'il compile une classe qui permette de reprendre l'exécution à l'endroit où l'autoload s'est arrêté. Okay, et ce processus-là, notamment, est relativement lourd pour PHP. C'est ce qui, dans les profiling généraux, apparaît comme étant une étape assez importante dans la vie d'un script, d'une requête HTTP dans PHP. C'est généralement l'autoload qui est assez coûteux. Il y a des moyens d'optimiser ça, j'en reparlerai peut-être un petit peu après. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un cache d'opcode? C'est tout simplement une extension qui va mettre en cache l'opcode issu de la compilation, puisque plusieurs requêtes HTTP généralement sont servies par les mêmes scripts PHP qui en production, fort heureusement, ne changent pas en permanence. Donc un cache d'opcode, il va aller mémoriser ce résultat de compilation en mémoire partagée pour pouvoir ensuite réutiliser ce code sur les autres enfants PHP, puisqu'il y a plusieurs processus enfants PHP qui tournent, et c'est de la mémoire partagée. Donc ils partagent cet opcode. Donc voilà ce qui se passe. Première étape, première fois qu'on rencontre un script, on le compile et on cache le résultat. D'accord ? On le met en mémoire partagée, et puis la fois suivante, quand on re-rencontre le même script, plutôt que de le reparser, le recompiler, le réanalyser, qui est une étape quand même assez lourde, eh bien on recharge son code depuis la mémoire partagée, depuis le cache d'opcode. Donc là, on a évité toute l'étape de compilation, qui est quand même assez
assez coûteuse sur une requête au final, si vous prenez toutes les classes, tous les fichiers, etc. Alors, si on voulait, et c'est ce qui est fait dans Opcache, en sortie de compilation et avant de cacher, on va pouvoir faire de l'optimisation. Donc c'est exactement comme ça que fonctionne tout compilateur, et notamment le compilateur qui est dans Symfony 2 pour le Dependency Injection Container. Et celui-ci fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'on va recevoir un tableau d'opcode, et finalement ce tableau d'opcode, on va peut-être pouvoir le simplifier et l'optimiser. Par exemple, détecter des branches de code qui ne seront jamais atteignables. C'est une manière d'optimiser le code. Inliner des fonctions en interne, etc. On peut faire pas mal de choses, et c'est ce que je vais détailler maintenant, puisque c'est ce que fait Opcache. Alors pour vous détailler ça, il faut que je vous détaille ce que c'est que des opcodes. Donc là, ça va se compliquer un petit peu. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la machine virtuelle PHP. Donc un opcode, voilà. Donc là, j'ai ressorti les définitions Wikipédia. Un opcode, c'est tout simplement un opérande, une partie de la machine virtuelle qui va exécuter un traitement unique. Par exemple, faire une addition, faire une soustraction, faire une multiplication, faire une concaténation. En PHP, il y en a 155, 165. Aujourd'hui, déclarer une fonction, retourner une valeur au scope du dessus, etc. Bon, tout ça, c'est des opcodes, et ces opcodes prennent deux opérandes et produisent un résultat. Exactement comme une calculatrice, on va avoir 1 plus 1 ou 1 plus 2, donc 1 et 2 vont être les deux opérandes, et puis plus va être l'opcode, et ça va fournir un résultat qui va être donné généralement à manger à l'opcode suivant. D'accord ? Donc voilà un petit peu comment c'est fait en interne. Donc ça, c'est ce que je viens de détailler. Donc on voit bien OP1, OP2 et result qui sont des Z-nodes en interne. Bon, bref, ça on ne détaillera pas. Donc OP1, OP2 vont donner un résultat qui va être traité par la fonction handler. D'accord ? Et ça se situe à la ligne numéro line no, ok, line number, au niveau du code source dans PHP. Hein, quand vous avez des parse-erreurs ou des erreurs, il vous retourne la ligne, donc c'est ce champ-là qui est lu notamment. Donc voilà un petit peu ce que c'est qu'un opcode en interne. Donc si on prend un code PHP bateau, bidon, classique, pas trop gros, pas trop complexe, qui veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais on va prendre ce code-là. Si on le compile et qu'on en extrait les opcodes, voilà ce que ça donne, avec un petit peu de couleur sur les différents champs. Comme ça, vous voyez, ça va, c'est lisible sur le tableau là. Donc on voit declare constant, isset isempty, donc isset n'est pas une fonction, c'est bien une structure de langage qui d'ailleurs est plus rapide qu'un appel de fonction. On en reparlera éventuellement. Et puis ensuite jump, donc jump if 0, enfin bref, c'est une machine virtuelle qui va faire suivre ce que fait le code. Et puis donc les fameuses variables compilées, etc., etc. Bon, ça c'était juste un petit peu pour mettre tout le monde dans le bain, pour qu'ils sachent un petit peu ce que c'est. Donc moi j'aime bien prendre l'exemple de la calculatrice, hein, avec ses deux opérandes, son opérateur et son résultat, et puis ligne du dessous, etc., etc. Voilà comment ça fonctionne en fait en interne. Donc quand on compile, on passe du code qu'on a à gauche vers le code qu'on a à droite, et ensuite, en exécutant ce code qu'on a à droite, on est dans l'étape d'exécution de PHP, d'accord, qui se termine toujours par un return. D'accord, c'est pour ça que quand vous faites un include, vous pouvez récupérer la valeur d'un include, puisque l'opcode include retourne ce que le script lui-même retourne, mais ça retourne toujours quelque chose. Return, c'est le tout dernier, celui qui termine tout. Donc, ces opcodes-là, on peut éventuellement les simplifier parce que plus il y en a, normalement, théoriquement, plus l'exécution va être longue, en sachant que l'exécution, c'est une boucle, d'accord, c'est un while true à l'intérieur, et puis tant qu'il y a des if, des while et des machins, la machine virtuelle va exécuter. Donc il y a des opcodes qui peuvent s'exécuter plusieurs fois, dizaines, centaines, milliers de fois à la suite. Donc, plus vous avez du code à parser, plus l'étape de compilation risque d'être longue, et plus vous avez du code généré au final, plus on peut raisonnablement penser que l'étape d'exécution va être longue.
mais on va pouvoir éventuellement optimiser, d'accord? Et c'est ce que fait Opcache, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, ce qu'il fait sur les tableaux d'opcode et la manière dont il optimise le code qui va être exécuté par la machine virtuelle et donc accessoirement par le processeur physique ou les processeurs physiques de la machine. Donc, par défaut, depuis 5.5, OPCache. OPCache, c'était Zend Optimizer, c'était un produit qui était développé par Zend à l'époque. Ils l'ont libéré il y a maintenant quelques années, donc il est complètement libre. Il est sur GitHub. Il est présent dans 5.5 sous forme d'une extension qui est par défaut présente. Et vous pouvez le télécharger pour 5.3 et 5.4, d'accord. Mais il faut savoir que pour 5.3 et 5.4, il sera un petit peu moins performant parce que les nouveautés qu'on ajoute à l'intérieur, on ne les ajoute pas pour 5.3 et on ne va pas les ajouter non plus pour 5.4. On va surtout les ajouter pour les machines virtuelles 5.5, 5.6 et futures. Donc il y a certaines optimisations qui ne sont pas présentes en 5.3, 5.4 et qui le sont qu'en 5.5, mais de manière générale, ils fonctionnent de manière identique sous ces versions-là du langage. Alors il est évidemment aussi compatible 5.2. 5.2 c'est complètement déprécié aujourd'hui, donc je ne l'ai pas mis dans le slide. Donc, l'optimiseur, on va un petit peu détailler maintenant ce qu'il fait, l'optimiseur. Il va travailler sur les branches de code. Donc, par exemple, quand vous avez deux for imbriqués, selon comment le premier va terminer, et le deuxième va terminer, etc., il y a certaines branches de code qui peuvent, notamment sur la dernière itération, être optimisées. Plutôt qu'ils fassent deux jumps, n'en faire qu'un seul. Ça va optimiser un petit peu la boucle, les for. Sur le for each, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent être faites. Il va chercher le code mort, donc if false, par exemple. Hein. Et puis, il va essayer de réutiliser des choses. Donc on va voir un petit peu comment il fait. Voilà les exemples. Alors c'est des exemples un peu bateaux. Je vais expliquer un petit peu après pourquoi. Ok ? If false, personne n'écrit ça, normalement. Donc quand vous avez if false echo foo, else echo bar, en compilation classique PHP, voilà ce qui est généré. D'accord ? Il va quand même faire les jump if 0, donc il va quand même analyser false, d'accord ? Et puis il va quand même dire ouais bon bah je peux pas atteindre cette passe là, donc il va quand même exécuter le else. En tout cas on a toute la structure. Quand c'est optimisé par Opcache, on voit que la seule chose qui est faite c'est un écho, c'est tout. Donc toute la structure du if et le echo foo ont complètement disparu après la compilation, donc dans ce que va exécuter PHP. Premier exemple, un petit peu bateau. Ici, ça, oui, c'est PHP. Hein. Ça, il ne le résout pas à la compilation par défaut. Hein. Quand vous lui demandez de faire 4 plus 33, alors j'ai fait exprès de prendre la chaîne 33, on va voir. En PHP, ça va demander de faire un add. Si vous mettez ça dans un for, il va additionner 4 et 33 tout le temps, for fois. Alors qu'avec Opcache, il va s'apercevoir que 4 et 33, ça peut être résolu à la compilation, l'addition, et il vous sort directement une assignation de 37, okay, plutôt que de faire l'addition en machine virtuelle. Donc si c'est juste un script bidon, vous verrez quasiment pas la différence. Maintenant, si ça c'est dans un for et que c'est réexécuté plusieurs fois par requête, eh bien on évite de faire une opération d'addition. C'est assez classique, hein, c'est relativement léger une opération d'addition, mais quand même. Donc là, on a une autre optimisation qui est introduite. Alors ici, on a un autre trick qui est un petit peu plus technique, mais néanmoins qui se voit. On a l'impression que ça génère la même chose au numéro de variable temporaire près. Donc tout ce qui est tilde 0, tilde 1, tant que ça correspond, c'est la même chose. Hein. Ici, il y a une toute petite optime qui a été faite, c'est que la chaîne 42 a été transformée en l'entier 42 par le compilateur et non pas par l'exécuteur. D'accord ? Parce que transformer la chaîne 42 en un entier 42, je vous défie de le faire en C là maintenant tout de suite, sans la libc. Il va vous falloir 500 à 1000 lignes hein, pour analyser la chaîne et la transformer en entier. C'est quelque chose qui est complexe à faire en interne, d'accord. Alors c'est extrêmement optimisé aujourd'hui dans les libc modernes, avec les CPU modernes qui ont des instructions quasiment pour le faire en une instruction, mais ça PHP,
quand il fait un add entre l'entier 8 et la chaîne 42, dans la machine virtuelle, il convertit sans arrêt la chaîne 42 en l'entier 42 pour faire l'addition, alors qu'ici, Opcache l'a fait à la compilation. Donc il évite encore à l'exécution, à la machine virtuelle, de faire des traitements superflus. Autre chose, ici on a i égale foo, et puis on va avoir un i égale i plus 42, ça en PHP, en fait, il va additionner i plus 42, mettre ça dans une variable temporaire et assigner la variable temporaire à i. Alors qu'avec Opcache, on optimise ça en un opcode qui s'appelle assign add, c'est-à-dire qu'il fait cette chose-là en une seule fois plutôt qu'en deux fois. Okay, donc là, plutôt que de faire un add et un assign, c'est-à-dire dans la boucle while true de la machine virtuelle, on va traiter le add, on va remonter, on va prendre le résultat, on va l'assigner dans i et ensuite on va le echo. Ici, en une seule passe, on traite l'addition et on réassigne. Un plus égal est plus optimisé qu'un égal plus quelque chose en PHP. Hein. Un plus égal, ça génère un assign add. Et un moins égal, et un fois égal, et un ceci égal. D'accord? Donc là, c'est ce qu'a remarqué Opcache. Opcache, il a transformé ça en i plus égale 42. Ce qui est plus optimisé en interne que i égale i plus 42, puisqu'il y a création d'une variable intermédiaire, allocation mémoire, hein, on copie et on relibère derrière. C'est idiot. Donc Opcache, ça, il l'a optimisé. Le plus aussi, le post-inc et le pré-inc, c'est la même chose. D'accord? Quand on fait un plus, on génère une variable temporaire, on met le résultat à l'intérieur et on réassigne derrière. D'accord? Alors que quand on met le plus avant, qu'on fait une pré-incrémentation, eh bien PHP peut faire ça en un seul opcode et il n'a pas besoin de libérer, free, une variable temporaire entre les deux. Et bien ici, Opcache, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme toutes les post-inc dans la mesure où ça ne crée pas de modification sémantique du script en pré-incrementation, et il évite donc un free, et donc il y a moins d'opcode à exécuter par la machine virtuelle, donc l'exécution sera plus rapide. Ici, c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus complexe, mais globalement, ici, la différence qu'on a, c'est que Opcache va s'apercevoir qu'on accède 2 fois au même index de tableau en 2 lignes collées, donc il ne peut pas y avoir d'exécution entre les deux, et il va réutiliser des slots de la machine virtuelle qu'elle avait alloués pour récupérer la variable A, l'index A dans le tableau. Donc ici, si on regarde un petit peu les returns, on a $0, on va avoir $1, on va avoir $2, on va avoir $4, ça c'est à chaque fois des variables que... Je simplifie, mais à chaque fois, c'est des variables que PHP doit créer en mémoire et détruire après, alors qu'avec Opcache, il va réutiliser les slots de la compilation précédente, puisqu'il s'aperçoit qu'ici, il peut le faire. Donc là encore, on va avoir une petite optime, mais c'est toujours pareil, sur du code dont on demande beaucoup, dans des boucles, etc., ça peut rapidement chiffrer tout ça. Pareil, const foo égale bar echo foo. PHP va demander un declare const, puis qu'est-ce qu'il va refaire? Il va refaire un fetch const dans une variable temporaire pour l'afficher. Là où Opcache va complètement optimiser ça et il va aller résoudre la valeur de la constante directement et la passer en argument à l'opcode echo. Et donc on va éviter d'aller relire une constante, parcours d'une hashtable, etc. C'est toujours pareil, hein. Ça, si on dump en très très bas niveau en instruction CPU, on voit qu'on évite quand même un gros arbre d'instruction CPU qui disparaît complètement, ou tout simplement en C derrière, on voit ce qui se passe. Et donc, pareil, on a optimisé pas mal ce type de code. Alors, on ne rencontre pas ce type de code tous les jours, mais c'est un petit peu la même chose. Alors ça, c'était uniquement la partie visible. J'ai sélectionné un petit peu de l'iceberg. Il fait beaucoup d'autres choses, Opcache en interne, pas mal de choses, notamment sur les indent strings depuis 5.4. Là, il fait beaucoup d'optimisation mémoire. Les optimisations de compilation, les choses qu'on apprend un petit peu en école d'ingé quand on va un petit peu loin. Sinon, Wikipédia peut vous rappeler tous les types d'optimisation de compilation qu'il existe dans tous les compilateurs du monde, il y en a beaucoup. Et dans Suite PHP, on essaye d'en introduire au fur et à mesure qu'on y arrive, tout simplement, puisque la grosse difficulté, c'est de ne pas changer la sémantique du code. Et ça, il y avait eu des problèmes au tout début quand Opcache était sorti. Et quand vous aviez 2 try-catch imbriqués,
quand le premier try générait une exception, les optimisations faisaient que la machine virtuelle passait dans le cache le plus extérieur, se gourait de chemin. Ce qui fait que votre code n'a plus du tout la même signification. Ça, c'était un bug relativement bloquant qu'on a réussi à fixer juste avant la sortie de 5.5, si je me souviens bien. Bon, donc c'est assez compliqué à faire, mais globalement, il y en a qui sont ajoutés au fur et à mesure des versions d'Opcache et donc des versions de PHP, puisqu'on met à jour PHP avec. Alors l'API de Opcache, rapidement, c'est un petit peu comme APC. Voilà, donc reset, invalidate, get status, compile file. Bon, vous devriez connaître un petit peu, puisque vous connaissez déjà un petit peu APC. Globalement, c'est un petit peu la même chose. La différence justement qu'il y a entre Opcache et APC, c'est que APC n'avait pas d'optimiseur d'opcode. Donc APC, il compilait, il mettait en shared memory et il récupérait à chaque fois. Point final. Opcache fait exactement la même chose, mais il a un optimiseur en plus qui va passer à optimiser l'opcode, que j'ai trouvé très intéressant d'analyser à sa libération de code source, donc par Zen. Vous avez des front-end graphiques. Alors celui-là est un peu vieux, il y en a d'autres qui sont sortis depuis, qui vous indiquent un petit peu exactement le même qu'APC, là, avec le petit truc, c'était quoi? C'était vert-orange, là, dans APC. Bon, oui, c'est un petit peu différent, voilà, avec les différentes informations d'Opcache. Alors, quelques petites, je ne vais pas détailler toute la doc, mais il y a quand même 2-3 petits trucs à dire assez intéressants, notamment sur le Max Accelerated Files, nombre maximum de fichiers, on a l'impression, mais c'est pas de fichiers justement, ça c'est la petite astuce qu'on peut garder en mémoire, donc c'est le nombre de clés qu'on peut stocker en mémoire. Or, un fichier va générer en moyenne 2 à 3 clés. Okay, donc il faut faire un petit calcul. Une application Symfony 2, j'ai remarqué que normalement vous mettez à 3000, ça devrait être bon, sinon vous regardez les statistiques pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez la consommation mémoire, vous avez le Max Accelerated File, alors il prend toujours le nombre premier suivant, c'est les optimisations internes, donc quand vous mettez 3000, il va prendre 3907, très exactement. Et donc ici, on voit qu'on a un nombre de fichiers cachés qui est de 1877, très bien, mais on voit bien que le 3907 de Max Accelerated Files est comparé au cached keys, d'accord, et on voit qu'en cached keys, on en a un petit peu plus, on en a 2722, d'accord. Pour 1877 fichiers cachés, on a 2722 clés. Qu'est-ce que c'est qu'une clé? On va voir un petit peu. Une clé, c'est la manière unique d'accéder à un script. Quand vous faites un require b.php, vous accédez à b.php. Et quand quelque part ailleurs vous faites require ./b.php, ./b c'est une autre manière d'accéder au même script et Opcache va générer une autre clé. Donc plus vous accédez de manière différente à un script, ça compte l'include pass avec, plus il va générer de clés différentes. Tout ça c'est pour éviter des appels à real-path en interne, enfin tout ça c'est pour faire beaucoup d'optimisation interne. Donc une moyenne de 3 clés par fichier, c'est pas mal. Si vous ne savez pas trop au début comment régler votre cache, il faut bien le monitorer au début quand on le passe en prod, celui-là, mais sinon, une moyenne de 3, c'est pas mal. Donc voilà, voilà exactement un petit peu comment ça se passe. Pour le même script, on peut y accéder de plusieurs manières différentes et toutes les résolutions de chemin vont générer une clé pour un fichier. C'est ce qui va être compté dans la config. Et si vous dépassez, il va se bloquer un petit peu. Votre prod va commencer à le sentir passer. Validate timestamp, revalidate frequency. Alors, contrairement à ce qu'on pense, le fait de lui dire de revalider le timestamp à chaque fois sur de la prod, ça n'a pas un impact. Ça a quasiment pas d'impact, ça se voit pas. En tout cas sur les kernels récents. Il faut que vous tourniez sur un kernel Linux récent, parce qu'il fait des appels à getTimeOfDay, qui sont hyper optimisés dans les kernels récents, donc ça vous le voyez quasiment pas. Donc vous pouvez lui dire, même en prod, vas-y, revalide la date de modification du fichier, au cas où je modifie un peu en prod comme un bourrin, ça peut arriver. Et j'ai pas remarqué d'impact négatif sur la perf, sur de la charge, sur ce truc-là. Ici, on a une petite indication rapide pourquoi est-ce qu'il restart le cache, parce que le cache, l'opcache peut redémarrer à cause de, il n'a plus de mémoire, il n'a plus assez de mémoire dans ses tableaux de clés, ou alors vous avez demandé vous-même à faire un restart en utilisant opcache reset. Donc là, il vous indique tout ça.
C'est des bons compteurs à monitorer quand on a un petit peu des petits problèmes avec. C'est pas mal parce qu'il publie beaucoup de choses. Il a aussi un log interne qui est relativement intéressant. Et si vous avez des problèmes avec Opcache, je vous conseille de l'activer temporairement, de regarder un petit peu ce qui sort et de le désactiver. Là, pareil, j'ai des idées pour l'optimiser un petit peu, ce log, parce qu'il pourrait être un petit peu plus verbeux et nous dire un petit peu plus l'état interne du shared segment. Enfin, il pourrait faire des trucs assez rigolo. Donc voilà, là il vous dit, ah, voilà, j'ai commencé à redémarrer. J'ai préparé un redémarrage parce que Opcache est super intelligent sur les redémarrages. C'est-à-dire que s'il voit qu'il est en compilation sur un autre process, il trigger pour plus tard et quand il voit qu'il a un petit peu de temps là vite fait, hop, il va locker toute la shared memory, il va tout vider et ensuite il va rouvrir pour tous les processus. Donc ça c'est relativement bien fait. Ça a quand même 10-15 ans, hein, ce code, et ça a été éprouvé par les équipes de Zend depuis PHP 5.0 avec les différents clients de Zend. Donc c'est censé plutôt fonctionner pas mal. Hein. En tout cas, pas y avoir trop de problèmes. Donc do's and don'ts, c'est quasiment le dernier slide, c'est un peu la conclusion. Éviter, hein, ça je sais que Symfony, de temps en temps, si on se débrouille mal, il le fait, il va générer du PHP, des fichiers PHP au runtime. Ça, c'est pas génial hein, pour un cache d'opcode. Généralement, ce qu'on fait, on pousse en prod, on trigger quelques requêtes avec curl pour bien chauffer le cache, et là, on le voit bien se remplir. Et une fois qu'il est chauffé et qu'il est plein, de manière à ne plus avoir de compilation de nouveaux fichiers en prod, on ouvre la prod, on tourne entièrement sur la shared memory, et on n'a plus besoin de compiler des fichiers. Si le code exécuté PHP commence à générer des fichiers PHP, faire des eval, des include, des machins pas jolis, on va avoir des pics en prod puisqu'il va devoir recompiler. À chaque fois qu'il compile et qu'il sauvegarde en shared memory, il lock. Hein. Il lock pour tous les process. Hein. C'est de la shared memory. Hein. D'accord ? Donc attention, je suis en train de mettre un tableau d'opcode pour le fichier toto.php en cache. Tout le monde, vous arrêtez là. Je suis en train d'écrire dans la mémoire partagée. Ça y est, c'est bon, je release. Et tout le monde peut repartir. Donc ça fait du lock en interne quand même. Donc la prod peut en prendre un coup. Donc ça, il faut absolument éviter. Et puis évidemment, voilà, hein, donc c'est pas threadé en interne. Donc on ne peut pas faire plusieurs choses en parallèle dans le cœur de PHP. C'est pas possible. Alors, voilà quelques optimes que j'ai en mémoire pour... Fabien, il est là? Non, je ne sais pas. Pour ma part, j'ai remarqué que quand on générait un container, on générait des tableaux statiques, c'est-à-dire des tableaux dont les clés et les valeurs, toutes les clés et les valeurs sont des chaînes ou des entiers, c'est statique, d'accord ? Et ça, en termes de PHP, vous voyez ce que ça génère ? Ça génère un gros bousin. Ça lui dit à chaque fois qu'il parse ce code-là, c'est-à-dire qu'il parse la classe du container, pour créer le tableau parameters ici, il va initialiser un array, puis il va ajouter tel élément dans le tableau, il va ajouter à l'exécution, hein, d'accord ? Pour un tableau statique qui ne changera jamais. C'est du pur gâchis. Donc il y a une technique qui consiste à rajouter le mot-clé statique devant parameters, ce qui va lui faire résoudre tout le tableau à la compilation, mais ça a d'autres inconvénients. C'est pour ça qu'on n'a pas mergé une PR récente, parce que en termes de performance, c'est un tout petit peu mieux, mais ça va générer des références en interne. Donc après, selon ce qu'on fait avec le tableau parameters, il va le dupliquer, donc ça devient une catastrophe. Donc ça, c'est une optime sur laquelle j'ai commencé à bosser pour 5.5. Je n'ai pas encore de résultats probants parce que des petits problèmes à résoudre en interne dans Opcache, mais globalement, voilà, ce qu'il faudrait faire ici, c'est résoudre tout ça à la compilation pour éviter à PHP à chaque fois, à chaque exécution, à chaque fois qu'il reparse la classe du container, parce qu'il en a quand même besoin à chaque exécution. Elle a beau être dans le cache d'opcode, le cache d'opcode, c'est tu prends depuis la mémoire et tu exécutes ça. Bon. Des add array elements, il y en avait 196 et si vous rajoutez xbundle, toto bundle, foo bundle et bar bundle, vous allez arriver avec 1500 paramètres dans votre parameters, ce qui va demander à PHP à chaque requête, à chaque exécution d'ajouter 1500 éléments dans le tableau parameters du container. Il y en a beaucoup d'autres des fichiers PHP avec beaucoup d'autres tableaux à créer. Voilà, ça, typiquement, c'est une optime sur laquelle je vais bosser de manière un petit peu plus sérieuse à partir de maintenant. J'avais un petit peu mis en pause pour l'intégrer dans Opcache parce que c'est pas fait. Et ça peut être fait. Autre chose,
L'autoload, bon là j'ai dumpé un graphe, mais il est trop petit, c'est pas grave. L'autoload, il a un problème avec les caches d'opcode, c'est que le cache d'opcode va éviter le reparsing du fichier. Seulement, l'autoload, ça va quand même déclencher la fonction d'autoload de SPL, autoload register, pour quand même faire un include que opcache va intercepter. Mais on fait quand même l'appel à la fonction, then call function, SPL autoload call method, call function, execute, et puis ensuite, éventuellement, le code. Donc ça, c'est une optime aussi qu'il y aurait à faire. C'est le dernier slide. C'est une optime qu'il y aurait à faire sur le cache d'opcode. J'ai eu quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit « Oui, mais si je prends tout mon code source et que je mets tout dans un seul fichier, j'obtiens des perfs qui sont multipliés par, pas 2, mais en gros, il a un tiers de perf en plus, c'est normal. » Puisqu'il ne trigger plus jamais d'autoload, puisque toutes les classes sont connues au runtime. Alors il y a un poids mémoire quand même qui va être important dans le cache d'opcode, quelque chose comme 50 ou 60 mégas. Mais oui, si toutes les classes d'un projet PHP sont toutes écrites dans le même fichier, compiler le fichier va être très long, optimiser l'opcode va être très long, mais une fois qu'on est au runtime, on connaît toutes les classes, donc on n'a plus besoin de déclencher la fonction d'autoload, qui, elle, n'est pas interceptée par le cache d'opcode, c'est le include qui est à l'intérieur qui est intercepté. Donc voilà, c'est autre chose auquel on pourrait travailler dans Opcache. Ça fait partie des optimes que j'ai un petit peu dans mon sac.